Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés ce soir pour assister à cette conférence co-organisée par le Festival Vegan de Québec, Vegan Québec, le Centre Culture et Environnement Frédéric Bach et l'Association Vegan de Québec de l'Université Laval, l'AVG. C'est avec un grand enthousiasme que je vous présente la conférencière de ce soir. En tant que militante féministe et antispéciste, j'ai énormément de respect pour tout le travail de celle-ci. Autrice, conférencière et chercheuse féministe, Suzanne Zakour a un doctorat en droit de l'Université d'Oxford sur les violences sexuelles. Pourquoi Trump ne mange pas de tofu est son deuxième essai après La fabrique du viol, paru en 2019. Directrice des affaires juridiques à l'Association nationale Femmes et Droits, elle donne aussi des formations sur les violences sexuelles et offre du coaching gratuit pour accompagner les gens dans leur transition végane. Elle est l'autrice de livres et d'articles sur le sexisme dans la langue, les violences sexuelles et les inégalités en droit de la famille. Elle a notamment copublié une grammaire française féministe et 2 articles sur l'utilisation de la théorie de l'aliénation parentale dans les jugements québécois. La conférence de ce soir s'inspirera de son plus récent essai « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Sans plus attendre, merci d'accueillir Suzanne Zakour. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement contente d'être ici. Je suis vraiment contente de vous voir. J'arrive d'une autre conférence qui a terminé il y a à peu près 1 heure et vous êtes déjà un meilleur public que l'autre conférence. On va s'en tenir là. Donc, je sais que vous allez être mon public préféré de la journée. Ça n'a pas super bien été. C'était sur un autre sujet. Donc, rassurez-vous, ça ne dit rien sur la qualité de cette présentation. Mais merci pour l'accueil chaleureux. Aujourd'hui, on va parler des liens entre le féminisme et le véganisme. Et donc, effectivement, parler de mon dernier livre, « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Pour commencer, le fait que Trump ne mange pas de tofu, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'est jamais surpris d'apprendre que Trump ne mange pas de tofu. C'est là que je trouve que c'est intéressant de faire le lien. Pourquoi ça surprend personne? Pourquoi est-ce que les gens comprennent mon titre? Pourquoi est-ce que ça nous surprend pas? C'est ça qu'on va explorer dans cette conférence, où on va parler des différents liens qui existent entre le mouvement féministe et la cause animale, et entre le sexisme et l'oppression des animaux. Les liens entre ces 2 causes ou ces 2 enjeux, on peut les voir à différents niveaux. Il y a des liens qu'on pourrait dire empiriques, donc qu'on voit dans la réalité factuelle. À peu près 75% du mouvement vegan, c'est des femmes. Moi, j'ai déjà parlé à un organisme de sensibilisation au véganisme et ils payent pour des publicités sur Facebook et on peut cibler et ils disent, nous, on prend même pas, on cible les femmes. C'est comme, ils ciblaient spécifiquement les femmes et moi, j'aurais pensé les jeunes femmes, mais en fait, les femmes de tous âges. Donc, c'est quelque chose qui est, et on peut se demander pourquoi. On voit aussi des liens empiriques dans le fait que les personnes qui sont plus racistes, plus sexistes, plus homophobes, plus de droite, parfois plus religieux aussi, on peut voir des liens. C'est les mêmes personnes-là qui vont avoir des attitudes plus discriminatoires envers les animaux. Donc, il y a différentes façons qu'on peut vérifier combien les gens sont discriminatoires. On peut leur demander s'ils sont d'accord avec certaines affirmations. Et on voit aussi des liens, par exemple, les hommes qui associent davantage les femmes aux animaux. C'est aussi des hommes qui sont plus susceptibles d'avoir des pensées plus favorables aux violences sexuelles. Donc, il y a vraiment ces liens qui concordent, ce qui est peut-être pas si surprenant si on adhère à l'idée que, dans le fond, les oppressions sont connectées. Et finalement, un autre lien empirique qu'on peut voir, c'est que le mouvement des femmes et le mouvement des animaux, ça a un peu été parfois le même mouvement ou des mouvements qui ont été très connectés. Et il y a plusieurs anecdotes historiques qu'on peut aller chercher. Par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de suffragettes, de femmes du mouvement suffragiste qui étaient végétariennes. Donc, encore une fois, on peut se poser la question pourquoi. Et c'est une façon, donc quand on peut se demander quels sont les liens entre ces 2 causes? On peut aller voir sur les faits, la réalité et ce qui explique qu'il y ait autant de parallèles entre ces 2 causes.
Moi, c'est un angle un petit peu différent que je vais aborder, mais je trouve ça intéressant de mettre un peu la table, je ne sais pas si c'est une bonne expression à utiliser, sur qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Encore, je pense que c'est pas méchant envers les puces, qu'il pourrait avoir des liens entre ces deux mouvements. Est-ce qu'on m'entend bien jusqu'au fond? Fantastique. Alors, la thèse de mon livre, c'est un peu plus au niveau théorique et j'essaie de démontrer ou d'expliquer qu'en fait, on justifie les violences envers les animaux de la même façon que les violences faites aux femmes. En d'autres mots, on justifie les violences envers les animaux avec des arguments patriarcaux sexistes. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que je m'intéresse à la relation entre ces deux causes. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est pourquoi est-ce qu'on mange les animaux et pourquoi est-ce qu'on violente les femmes? Pourquoi la réponse est la même? C'est ça qui m'intéresse, c'est quand la réponse est la même. Et donc, c'est pas tellement une question de dire les violences envers les femmes et les violences envers les animaux, c'est les mêmes. C'est pas exactement ça mon propos, c'est plutôt les raisons peuvent être similaires, voire les mêmes. Et j'aborde de nombreuses de ces raisons communes dans mon livre et je vais vous en présenter quelques-unes. Quand même pas vous vendre tout le punch parce qu'il faut quand même vendre des livres, mais je vais vous montrer, et aussi vous laisser aller vous coucher, mais je vais vous montrer quelques endroits où on peut voir qu'il y a cette intersection. Et la première raison qui rappelle le titre de mon livre, c'est parce que c'est viril. Donc le lien entre l'exploitation des animaux et l'exploitation des femmes et la construction de la masculinité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit être expliqué ou qui va un peu de soi, mais la viande, c'est utilisé comme symbole de la masculinité. Une des questions que je pose sur la 4e de couverture de mon livre, c'est pourquoi est-ce qu'on vend des barbecues pour la fête des pères? En fait, si vous allez à la fête des pères, si vous regardez les publicités, c'est des barbecues, des steaks, de la viande. Par exemple, cette année, j'ai une amie qui m'a envoyé une capture d'écran et c'était les fermes Loufa qui ont quand même on penserait peut-être une clientèle, en tout cas, moi j'ai toujours eu l'impression qu'ils s'étaient comme marketés à une clientèle un peu soit végé ou jeune ou progressiste, mais en tout cas qui avait toute la page, c'était que de la viande pour les spéciaux de la fête des pères. Et en gros, la viande, c'est ce que les hommes mangent, mais c'est ce que les femmes préparent, mais sauf le barbecue, qui est comme un peu le rôle masculin de cuisine un peu existentiel. Donc, ici à l'écran, j'ai une vieille publicité vintage qui dit « La viande, c'est la vie » et c'est ce qui donne aux hommes la force de vivre et c'est ce qui rend les femmes fières du repas qu'elles ont préparé. Donc, c'est vieux, mais on est encore un peu là. Je veux en dire un peu plus sur le fait que la nourriture, c'est quelque chose qui est genré parce que il y a quelques semaines, j'étais à une émission de radio et on parlait du fait que la nourriture était genrée et puis l'animatrice a dit « Là, on a 3 hommes autour de la table, demandons-leur leur avis » puis ils sont tous empressés de dire qu'ils mangeaient des hamburgers mais que ça n'avait rien à voir avec leur genre. Donc, quand on dit que la nourriture est genrée, c'est des choses qui se passent dans l'inconscient. Il n'y a aucun... C'est rare un homme qui va nécessairement le dire de façon explicite « je mange de la viande parce que je veux affirmer ma virilité et ma masculinité », mais c'est plus les choses qui se passent dans l'inconscient et c'est plus les patterns. Okay? Donc, quand on parle des stéréotypes de genre ou des normes de genre, c'est pas oui, mais moi, je connais un homme qui est végane ou moi, je connais une femme qui aime les steaks », c'est plus qu'est-ce qui est en général les tendances. Et... mais moi, j'entends beaucoup, c'est anecdotique, ça se reflète dans des études, mais moi, j'entends beaucoup les gens m'expliquer pourquoi ils mangent de la viande ou ne mangent pas de la viande ou ils mangent des animaux, ne mangent pas les animaux, parce que les gens savent que je suis végane à cause de mon coaching vegan. Donc, les hommes ont souvent parlé de protéines. Quand j'étais au collège à Oxford, j'avais demandé à la cafétéria pourquoi vous ne faites pas des menus véganes par défaut, parce qu'ils accommodent très, très bien les véganes. Et ils m'ont dit, ben non, ça se peut pas, les gars qui font de l'aviron, il faut absolument qu'il y ait assez de protéines. Je dis, moi, je suis végane, je suis athlète, vous me servez des repas déficients en protéines. Ils disent, non, bien sûr que non, tous nos repas sont extrêmement bien balancés. Mais tout, ils ont pensé, les gars vont avoir besoin de protéines. Ça, pour moi, c'est encore plus intéressant. À peu près toutes les femmes qui ne sont pas véganes que je rencontre dans ma vie, j'en rencontre quand même quelques-unes, presque toujours, elles me disent, moi, je ne mange pas beaucoup de viande.
Juste pour le fun, y a-t-il des gens ici qui disent ça ou qui ont déjà dit ça? Moi, je mange pas beaucoup de viande. C'est quelque chose qui, je vois quelques mains discrètes, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que les femmes sous-rapportent la quantité de viande qu'elles mangent. Et les gens qui me disent « moi, je mange pas beaucoup de viande », tu demandes combien tu penses de viande d'animaux que les gens mangent en moyenne dans ta ville par semaine. Il n'y a personne qui sait ça. Ça a très peu à voir avec ce que les gens mangent. C'est plus avec comment les gens se perçoivent. Donc, les femmes vont avoir tendance à sous-déclarer combien de viande elles mangent, mais pas les hommes, qui vont être plus décomplexés. Ça a des implications sur toutes sortes d'affaires. Ça a des implications sur l'environnement, sur la santé publique. Ça a des implications, bien entendu, sur les vies des animaux. Et j'aimerais partager mon étude préférée que je cite dans mon livre, que je trouve absolument fascinante. Donc, c'est un doctorant qui a imaginé cette étude pour son doctorat, qui semble, mauvaise idée, qui semble être peut-être un plus divertissant que le doctorat sur les violences sexuelles conjugales, mais on ne va pas en faire un deuxième pour vérifier. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer des tests de connaissances à des hommes. Et dans les études en psychologie, tu leur fais faire quelque chose, mais l'étude que tu leur dis que tu fais, c'est toujours un prétexte. Donc, tu leur fais passer un test de connaissances et tu leur dis à la fin individuellement, tu leur dis « Ah, bravo, vous avez bien répondu sur certaines catégories, mode, cuisine, grossesse. Mais par contre, sur d'autres catégories, vous avez moins bien répondu que la moyenne, voiture, sport, chasse. » Et donc, tu leur dis qu'ils ont moins bien performé sur les savoirs dits masculins. Et tu leur dis « Ah, merci beaucoup de votre participation à l'étude. Pour vous remercier, vous pouvez commander une pizza à nos frais. » Et c'est là que l'expérience commence. Tu fais 2 groupes. Et un groupe, tu leur laisses commander une pizza aux légumes. Puis un groupe, tu leur laisses commander une pizza à la viande. Et après, tu mesures leur taux d'anxiété. Et croyez-le ou pas, les hommes qui n'ont pas pu commander de la viande, après avoir été menacés dans leur masculinité, se sentent plus anxieux. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun de ces hommes-là qui va jamais vous dire, en vous regardant dans les yeux, et vous dire « Oui, je me suis senti anxieux parce qu'on m'a menacé ma masculinité et je n'ai pas pu manger de la viande. » C'est personne qui penserait ça, mais c'est ça qu'on observe. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout ça joue dans l'inconscient. Et ça a des implications... premièrement, moi, je trouve ça intéressant de base, mais ça a des implications sur comment est-ce qu'on va parler de véganisme à différents groupes. Donc, les défis... De toute façon, manger vegan, c'est facile. Ce qui fait hésiter les gens, c'est l'aspect social ou identitaire. Donc, pour les hommes, l'aspect qui peut être à travailler, surtout des hommes qui adhèrent à des visions rigides ou patriarcales des normes de genre, c'est comment est-ce que je peux être un homme et être vegan. Donc, ça va être l'aspect à travailler. Et pour les femmes, ce qui peut être difficile, c'est comment je peux être vegan, j'ai un mari puis des enfants. Puis pour être une bonne mère, pour être une bonne épouse, il faut que je leur prépare de la viande. Et moi, je vois ça énormément dans mon coaching. Moi, j'aimerais ça être végane, mais mon conjoint, il ne veut pas. Et je peux quand même pas préparer 2 repas. Il y a comme beaucoup de non-dits, dont le fait que c'est à la femme de préparer les 2 repas. Un autre parallèle que je veux faire entre l'oppression des animaux et l'oppression des femmes, c'est au niveau du dénigrement. Donc, on dit c'est des êtres inférieurs. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui s'applique aux femmes, mais qui s'applique aussi à d'autres groupes sociaux. Il y a beaucoup de travail sur le fait, par exemple, que les personnes racisées et surtout les personnes noires sont souvent comparées à des animaux et donc ont un statut inférieur dans la société. Donc, ce n'est pas exclusif aux femmes, mais moi, je veux parler de cet enjeu-là où on va vraiment dénigrer les femmes et les animaux et parfois du même coup. Donc, un exemple que j'avais dans ma collection de screenshots, c'est quelqu'un qui lit la page Facebook Abattoir. Ça n'a rien à voir avec les animaux, c'est une page féministe. Je lui ai demandé récemment, ça faisait des années que je me posais la question, elle a dit qu'elle voulait un mot alphabétique élevé. Donc, c'est juste pour ça. Mais donc, il dit, depuis que je lis cette page féministe, je n'ai plus aucune empathie envers le bétail femelle. Donc, on dénigre les femmes en les comparant à des animaux parce que tout le monde comprend que être comme des animaux, c'est pas bon, c'est mal, parce que les animaux sont inférieurs. Donc, quand on voit comme ça des métaphores, c'est qu'il faut... C'est pas seulement pourquoi les gens disent ça, mais pourquoi est-ce que c'est si clair, en fait? Pourquoi est-ce qu'on comprend? C'est parce que les femmes sont facilement
animalisées. Et quand on animalise les femmes, c'est parce qu'elles sont inférieures, comme les animaux qui seraient aussi inférieurs. J'aime aussi cet exemple qui est un exemple d'une publicité. Moi, mon domaine, c'est la lutte aux violences sexuelles. Donc, ici, c'est une publicité du cégep de Sherbrooke qui dit respecte-moi, je ne suis pas de la viande. Et donc, la femme, elle porte une étiquette qu'on mettrait sur une vache, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'analogie entre un morceau de viande ou être traité comme un morceau de viande et être victime de violences sexuelles, c'est extrêmement commun. Les victimes de violences sexuelles le disent, les hommes violents le disent. C'est une analogie qui est extrêmement commune. Et des fois, quand je fais des analogies comme ça, les gens se choquent, comme si j'inventais. Mais le lien, il est vraiment commun. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a deux façons de combattre ça. Si quelqu'un me violente parce que je suis comme un animal, je peux dire « je ne suis pas comme un animal » ou je peux dire « il faut violenter personne, qu'ils soient des animaux ou pas ». Donc ici, ce qu'on a choisi de faire, on a choisi de dire « les femmes, c'est pas comme des animaux. Les animaux, c'est correct de ne pas les respecter ». C'est ça qui est un peu implicite à l'intérieur de ça. Et une hypothèse, une question qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça peut fonctionner? D'une telle stratégie, parce que si on ne remet pas en question le fait qu'on peut traiter les animaux avec violence, n'importe quel groupe inférieur qui va être associé à un animal va pouvoir être traité avec violence. Et des féministes antispécistes diraient, ce serait mieux de dire « traite tout le monde avec respect que respecte-moi, je ne suis pas de la viande ». Bon, désolé, ça c'est désagréable comme exemple. Alors, je vous explique ce qui se passe. Sur l'analogie, il y a des gens qui ont déjà compris ce qui se passe. L'analogie entre les femmes et le bétail. Donc ici, c'est une annonce de grossesse. Okay? C'est un fermier qui annonce la grossesse de sa femme. Et pour l'annoncer, il y a ce petit mot qui dit « bred », donc qu'il a mise enceinte, qu'il a inséminée. Et il porte le gant que les éleveurs utilisent pour inséminer des vaches qui montent jusqu'au coude. Et je vous laisse imaginer la situation. Et donc, c'est très, très explicite que la femme est comparée à une vache. Et en même temps, la femme, elle pose dans un appareil que les éleveurs eux-mêmes, pas les féministes qui les dénoncent, que les éleveurs eux-mêmes appellent un rack à viol. C'est un peu spécial comme façon d'annoncer. Et puis, on poserait il n'y a aucun message où on mettrait un homme dans le rack à viol et que ça serait un message qui serait clair. Ça, c'est clair parce que la femme est animalisée et mais il y a quelque chose de très, très problématique. En fait, il y a tellement de niveaux de problématiques. Mais c'est vraiment la convergence du dénigrement et du manque de respect envers les femmes et envers les animaux. Et en passant, cet homme, il dirait « j'aime ma femme » et il dirait aussi « j'aime mes animaux ». Donc, ce n'est pas un dénigrement que j'aime pas les femmes ou j'aime pas les animaux. Le dénigrement va se manifester à différents niveaux et l'animalisation va beaucoup passer par des insultes. Donc, on va souvent traiter les femmes d'animaux. Une poulette chick, une bitch, donc une truie, une grosse baleine, une grosse vache. Et généralement, on peut toujours trouver des exceptions, mais de façon générale, être traité de grosse vache et être comparé à un taureau ou un coq, c'est pas tout à fait la même connotation. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le patriarcat s'empare du spécisme pour être plus fort, pour avoir plus d'impact, parce qu'il dit, je fais un emprunt au fait que les animaux, on les dénigre, et je m'en sers pour dénigrer les femmes. Et on voit aussi que ça se passe dans le sens inverse. Donc, on utilise des termes animaux pour dénigrer les femmes, mais on va aussi utiliser le sexisme pour dénigrer les animaux. Donc, dans des groupes d'éleveurs, on peut retrouver des photos. Par exemple, si c'est une truie qui c'est écrit « fat, / selfish bitch », donc une grosse salope égoïste. Et encore une fois, le ear tag, l'étiquette pour les vaches qui dit que c'est une bitch tout droit de l'enfer. Il y a plusieurs choses intéressantes qui se passent ici. Donc, comme je le disais, le spécisme utilise le patriarcat. Donc, qu'est-ce qu'on dit? En fait, ce sont des animaux qui ont
aucun droit et aucune liberté. Donc, c'est des animaux qui sont exploités. Mais s'ils opposent résistance, donc s'ils résistent à leur rôle d'objet sexuel et de reproduction, on les traite de bitch. Les femmes aussi, quand on résiste à notre rôle d'objet sexuel et de reproduction, on nous traite de bitch. Les oppressions sont déjà connectées et travaillent ensemble. Des fois, c'est plus les mouvements de libération qui n'ont pas toujours encore compris que peut-être nous aussi, on serait plus forts si on travaillait ensemble. Ce qu'on voit, c'est que l'élevage, c'est déjà des violences intrinsèques extrêmes. Et pourtant, dans les élevages, lorsque des personnes s'infiltrent de façon illégale, surtout avec la criminalisation de ces actions dans les dernières années, ou de façon, disons, clandestine, c'est le mot que je cherchais, quand les personnes s'infiltrent dans les élevages de façon clandestine, constate qu'on ne fait pas juste l'élevage, qui est déjà extrêmement violent, mais on va encore plus loin, donc on va battre les animaux et les traiter de bitch. Pourquoi? Bien, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais on peut se dire que si tu gagnes ta vie à exploiter des animaux, c'est plus facile si tu te dis de toute façon, c'est des bitches. Et de toute façon, ils n'ont pas de valeur. Donc, on retrouve vraiment le vocabulaire du sexisme qui est à l'œuvre dans l'exploitation animale. Un autre parallèle que je veux vous suggérer, c'est celui de l'invisibilisation des violences. Et ça se passe à toutes sortes de niveaux, mais de façon générale, les violences envers les animaux ont lieu dans des fermes et dans des élevages qui sont généralement loin des grands centres, qui sont derrière des portes closes et que si tu vas prendre des photos, tu peux être criminalisé. Et il y a énormément de mouvements pour criminaliser donc les personnes qui laissent voir qu'est-ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. Du côté des violences faites aux femmes, il y a aussi une invisibilisation et c'est aussi derrière les portes closes, mais c'est un peu plus symbolique parce que les violences faites aux femmes, même si on les appelle domestiques et on dit c'est derrière des portes closes, ça se passe en dehors de la maison également. Mais on a cette idée, on les voit comme quelque chose qui est privé, qui se passe donc derrière les portes closes. Et donc, comment est-ce qu'on rend ces violences-là invisibles? C'est pas seulement le fait que ce soit derrière une porte ou loin du centre-ville. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau symbolique. Et ici, il y a un concept très utile qui a été développé par Carol Adams, qui a écrit La politique sexuelle de la viande, celui du référent absent, qui, je simplifie pour les fins de la conférence, mais qui dit quand tu vois les ailes de poulet, tu ne penses pas au poulet ou au poussin. Donc, c'est un référent absent, c'est-à-dire qu'il faut le faire disparaître, tant physiquement, donc le défaire en morceaux, que symboliquement. Donc, on va dire la viande, on va pas dire, ou on va dire je mange du poulet, on ne va pas dire je mange un poulet. Donc, on va faire disparaître l'animal et donc il est absent et invisibilisé. Et c'est pour ça que dans les publicités, parfois on va voir l'animal mis déjà en morceaux. Donc, on voit des morceaux de viande, mais on ne voit pas l'animal au complet. Et l'animal est objectifié et réduit à une partie du corps appétissante. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Il y a des indices à l'écran. Des femmes qui, dans les publicités sexistes, sont généralement objectifiées, découpées en morceaux et réduites à des parties du corps appétissantes. On ne voit pas, donc la femme est référente absente de ces publicités. Et on peut mélanger les deux, mais rendu là, vous connaissez la chanson, donc ensemble, c'est plus fort. Alors ici, on a une publicité pour des hamburgers qui dit « On va vous révéler quelque chose qui va vous faire baver » et où on voit que les hamburgers représentent une paire de seins. Donc, tant l'animal est absent parce que quand tu vois ça, tu ne vois pas que tu es en train de tuer une vache ou un bœuf, mais la femme est aussi absente et on invite le consommateur à consommer la femme et l'animal. Et à côté, c'est une photo que j'ai prise pas si loin de chez moi, d'un restaurant Hooters. Je sais pas, est-ce que vous connaissez le concept? C'est un restaurant où tu vas parce que
Ben, j'espère que c'est un tu général, parce que les jeunes serveuses sont en décolleté mini-jupe et les femmes qui travaillent là sont un peu à disposition des consommateurs pour être objectifiées. Et c'était une publicité pour des ailes donc de poulet. Donc, on voit, je sais pas, une douzaine d'ailes, mais on ne voit pas 6 poulets tués et on n'y pense pas. Et on voit aussi la femme. Donc, on vous invite à vous régaler tant des yeux que de la bouche en objectifiant la femme et l'animal. Et le poulet est découpé en morceaux, mais la femme aussi, parce que le logo du restaurant, c'est un hibou et les yeux du hibou, c'est une paire de seins. Donc, voilà une femme découpée en morceaux. Donc, encore une fois, on ne laisse que la partie du corps jugée appétissante. Une autre manière dont on va rendre les violences envers les femmes et envers les animaux invisibles, c'est avec le vocabulaire qu'on emploie. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que dans mon féminisme, je me suis intéressée à la langue et à comment est-ce qu'on euphémise justement les violences sexuelles et conjugales. On va parler de faits divers, on va parler de crimes passionnels, on va parler de violences domestiques. Donc, ce sont des euphémismes. Et on retrouve parfois les mêmes euphémismes ou parfois des euphémismes qui sont équivalents dans la façon dont on traite les animaux. Donc, ici, c'est le même livre, c'est les mêmes outils qu'on utilise. Donc, ici, on a des situations où on décrit un homme qui a, faute de meilleurs termes, violé des vaches. Et donc, les journaux titrent « Sentence suspendue pour un amoureux des vaches ». On parle des pulsions sexuelles assouvies. Donc, ça, ce sont des termes qu'on utilise pour euphémiser et pour cacher les violences faites aux femmes et les violences sexuelles. Et en fait, ça arrive pas si souvent que ça, ce genre de scénario. Donc, où est-ce qu'ils ont pu trouver des euphémismes comme ça, si clairs et si un peu évidents? On a puisé dans le sexisme et on dit, oui, si c'était une femme, la façon dont on ferait l'euphémisme de ces violences, c'est en disant que c'est un amoureux. Donc, parfois, on parle l'homme qui aimait les adolescentes, par exemple, où on va avoir des propos de ce genre. Donc, ça, c'est la convergence des euphémismes, mais aussi des euphémismes qui sont propres. Donc, j'ai mis un exemple en haut. C'est un des exemples dont je parle dans mon chapitre dans le dictionnaire du sexisme linguistique. Drame conjugal, un euphémisme. Une femme succombe à des coups de marteau. Ah bon, les coups de marteau sont tombés du ciel. Donc, on a vraiment caché l'exploiteur. Je suis allée visiter là, les sites producteurs de lait, producteurs d'œufs, Lait Québec, œufs Québec, etc. Donc, comment est-ce qu'eux, ils vont euphémiser les violences? Ce qui est intéressant, c'est que les producteurs de poulet ou de porc ou de bœuf, donc de viande, ils ont un peu pas trop le choix d'admettre le fait qu'ils tuent des animaux, mais les producteurs d'œufs et de lait se basent sur le fait que les gens ne savent pas, ne veulent pas savoir ou ne sont pas au courant que pour produire des œufs et du lait, on tue aussi des animaux. Donc, il y a beaucoup plus d'euphémismes. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, la lactation de la vache débute, blablabla, on donne le lait au veau, tout va bien. Après une semaine, le lait est expédié à l'usine. Le veau a disparu, mais on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est peut-être allé en garderie. Donc, après une semaine, le lait est expédié à l'usine. Ça veut dire qu'on ne le donne plus au veau, mais on ne dit pas après une semaine, on tue le veau. Ensuite, la production augmente et diminue. La vache est inséminée à nouveau. Elle est mise au repos enceinte. Le cycle recommence, etc. Donc, on dit que la moyenne est de 4 lactations. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on tue les vaches à l'âge de 4 ans parce qu'elles sont plus assez productives. Une vache peut vivre environ 25 ans. Mais au lieu de dire... donc là, on dit, pour assurer un niveau de production efficace, qui peut être contre l'efficacité, le producteur renouvelle le quart de son troupeau chaque année. Je pense pas qu'il y a mieux dans l'histoire des euphémismes que renouvelle. Genre, je renouvelle. Il dit pas... Mais il y a personne, et en commençant par les végétariens et végétariennes, il n'y a jamais personne qui pense ou qui sait ou qui dirait que, oui, les producteurs laitiers tuent le quart de leur troupeau à chaque année. Il faut le faire quand même, c'est des gros troupeaux. Mais
c'est correct parce qu'on peut dire qu'il renouvelle son troupeau pour son efficacité, donc tout va bien. Donc, à gauche, votre gauche, c'est une page de mon livre « La fabrique du viol » où j'avais mis toutes sortes d'euphémismes et de propos problématiques sur les violences sexuelles. Et ici, à droite, toutes sortes d'euphémismes. Donc, on parle de la récolte des crabes, ça pousse sur des arbres, la transformation de la viande au lieu de parler de l'abattage. Les veaux, on les met dans des parcs d'engraissement. C'est le fun, hein, des parcs, mais tu sais, il fait beau, c'est vert, c'est à l'extérieur, mais c'est pas comme ça. Sans parler, bien sûr, de l'élevage durable ou l'élevage en liberté. Moi, je demande toujours aux gens s'ils pensent, ils me demandent, ah oui, mais en liberté, je dis, d'après toi, est-ce que tu laisses des poules dehors quand il fait moins 25? Généralement, les gens, ils savent très bien qu'en liberté, ça ne veut pas dire qu'ils sont dehors. Ils ne sont pas non plus en liberté parce que si j'ouvre la porte pour qu'elle s'enfuit, le producteur appelle la police. Donc, ce n'est pas la liberté comme on l'entend. Mais que je pense que c'est vraiment rivalise avec le renouvelé du lait. Les producteurs d'œufs, ils disent, nous aussi, on a des bonnes idées. Les cages, comment on va appeler ça? Des logements. Pas mal, hein? Alors, il y a les logements conventionnels et les logements aménagés. Bon, ben super. Logement enrichi, logement en parcours libre. OK. Il n'y a aucun de ces logements-là qui est extérieur. De toute façon, je pense que ça lui fait une belle jambe d'être à l'extérieur ou à l'intérieur, mais les gens focalisent un peu là-dessus. Mais voilà, donc j'avais intitulé un de mes chapitres « La crise du logement », mais après on m'a dit que c'était pas drôle. Alors, le prochain... je pense, c'est mon bout préféré. C'est mon bout préféré de tous ces arguments. Il y a beaucoup d'images. Récemment, j'ai eu un commentaire Goodreads qui disait « Les images sont très pertinentes, mais vraiment, il y a trop d'images. » Fait que, pardonnez-moi, là, il va y avoir beaucoup d'images. Donc, le consentement. Le consentement, c'est la meilleure excuse ou raison. En fait, c'est quasiment la seule excuse du violeur. C'est l'excuse par excellence pour les violences faites aux femmes. Et ça peut aller de « ça la dérange pas » ou « elle l'a bien cherché ». C'est différents degrés on dit que la femme a consenti. Et vraiment, c'est presque tout le... Bon, je ne veux pas généraliser, mais le féminisme tourne en grande partie pour ce qui est la lutte contre les violences, à faire reconnaître qu'il n'y a pas de consentement des femmes à la violence. Et là, on peut se dire, ben, ça n'a pas rapport avec les animaux. Il n'y a jamais personne qui va croire que les animaux consentent aux violences. Mais il y en a qui ont fait l'argument quand même, qui disent, oui, mais les animaux, de toute façon, ils se sont laissés domestiquer. Ah oui, bon, c'est bien. Hein? Donc, les ancêtres des animaux ont donné leur consentement parce qu'ils se sont laissés domestiquer. Mais donc, le consentement, c'est présent plus souvent qu'on le pense. Et on le trouve dans la mythologie de plein de cultures. L'animal s'offre au chasseur. L'animal se laisse chasser. Mais on le retrouve aussi dans la publicité. Et on va vraiment prétendre au consentement des animaux. Et encore une fois, vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les choses qui travaillent sur l'inconscient. Donc, je pense pas qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui pensent, oui, moi, je bois du lait, puis parce que le veau, il a consenti à être tué, et la vache a consenti à être traite, et tout le monde est content. Et puis, c'est le rack à viol pour l'empêcher de bouger, c'est juste pour faire joli. Mais ça travaille l'inconscient de dire, ça ne la dérange pas tant que ça. Donc, par exemple, la vache qui rit. La vache qui rit, pourquoi? Elle rit parce qu'elle est contente, parce que ça ne la dérange pas tant que ça. Donc, plutôt, je parlais du référent absent. C'est de dire, pour ne pas penser au fait qu'on tue des animaux, on ne montre pas l'animal. Là, c'est autre chose. Là, c'est le référent souriant. Et c'est vraiment le consentement parce que tu n'as pas besoin de faire oublier aux gens que le bacon, c'est un cochon ou que le lait, il y avait une vache et un veau. Parce que, de toute façon, regarde comme elle est contente. Vraiment très, très contente. On n'a jamais vu un aussi gros sourire. Ah, ouais, là, elle est moins contente. Donc, on va utiliser le consentement. Donc, le consentement, c'est des animaux qui sont contents. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise à Waterloo. Super Chicken est tellement content. C'est un restaurant de poulet. Ça, c'est au Pied de Cochon à Montréal. Donc, il est tellement content de vous servir. Hein, bienvenue à notre restaurant. Il vous sert sa propre tête sur un plateau d'argent, mais souriant. Donc, tout va bien. Et il amène le champagne. Donc tout va bien. Hein? On est très contents. Et d'autres exemples du genre, des animaux qui s'assaisonnent eux-mêmes.
quand même, il ne faut pas laisser faire trop travailler les humains ou qui se découpent en morceaux. Toujours avec le sourire. C'est chill. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise. Les poulets, ils n'ont même pas de pouces, mais 2 pouces en l'air, viens-t'en dans la rôtisserie. Mais regarde, derrière, il y a les poulets. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça marche? Et pourquoi ça marche? Parce que ça n'a aucun sens. Mais les gens, mais c'est compris. Pourquoi? Ah, ben, j'ai une idée. Parce que on est habitué à cette idée qu'il y a certaines catégories de victimes, je donne un indice, j'en fais partie, les femmes, qui, si on les violente, de toute façon, elles l'ont bien cherché, ça ne les dérange pas, et avec le sourire, s'il vous plaît. Si on n'avait pas le patriarcat et le sexisme, je ne sais pas si on comprendrait le mythe du consentement. Une parallèle que j'ai, en tout cas quelqu'un qui présentait à la Animal Law Conference il y a quelques années, c'est une image du Jim Crow Museum et qui disait, moi quand je vois la vache qui rit, ça me fait penser à ça. Donc, encore une fois, pour rappeler, moi je travaille sur le sexisme, mais il y a d'autres parallèles à faire, notamment avec le racisme, où les personnes noires ont été représentées comme ça, avec un gros sourire, parce que finalement, ça ne les dérange pas tant que ça. Donc, c'est le mythe du consentement. Et ça dédouane l'oppresseur, même s'il n'y a personne qui pense que c'est vrai. Mais c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de penser que c'est vrai parce que ça travaille sur l'inconscient. Et c'est ça la beauté de la culture. C'est que ça... l'idée est là, dans l'air ambiant, qui dit que oui, ça ne les dérange pas tant que ça. Quand je disais que, d'après moi, ça marche à cause du sexisme, mais on peut pousser ça encore plus loin parce que si ce qu'on essaie de dire, c'est que les animaux consentent à la violence, comme les femmes consentent à la violence, c'est encore mieux si l'animal est féminisé. Parce qu'en plus, on peut dire, les femmes consentent à la violence et la demandent, les animaux sont comme les femmes, parce qu'on les féminise et on les sexualise, et donc les animaux aussi consentent à la violence. Et c'est là qu'on voit ce que Carol Adams appelle la pornographie de la viande. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des gens, ils s'imaginent manger des mâles. Il n'y a pas vraiment d'importance de savoir si on mange des poules ou des poulets, mais les gens disent on mange du porc, on mange du bœuf. Et quand ils s'imaginent je mange du bœuf, ils ne pensent pas qu'en fait, c'est des vaches aussi. Les gens s'imaginent, je pense, plutôt manger des mâles juste de la façon dont on en parle, mais dans la publicité, quand même, ça va mieux marcher si c'est une truie, parce que regarde, elle a des longs cils, elle a de l'ombre à paupières, elle montre les fesses. Donc, comme une femme, elle consent à ce qui va se passer dans ce restaurant. Et il y a plein d'exemples, et beaucoup d'exemples avec des poulets, parce que comparer des femmes à des poulettes, c'est facile. Ils ont une poitrine, et c'est des chicks. Donc, la serveuse, ça c'est intéressant. Tu vas dans un restaurant où la serveuse est servie, et en fait, c'est vraiment... des fois, il y a confusion. Il y a carrément confusion sur qui est-ce qui est consommé. Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un animal? Mais on comprend ce qui se passe parce que finalement, ça revient un peu au même. Donc, grande confusion parfois. On sait que tu vas là et que tu vas consommer la serveuse et que tu vas consommer des femmes et des animaux. Ça, c'est même pas mon pire poulet. Il y en a un que j'ai dit quand même, vous le verrez dans le livre, mais je dis quand même, je peux pas mettre ça sur un écran, c'est comme encore pire que ça. Mais donc, on va placer les carcasses de poulet dans des positions suggestives pour renforcer le message que les animaux demandent à être violentés. Ici, on a une truie qui est à côté sur une télécommande où il y a début, fin, morte comme option. Et une publicité d'un barbecue où vraiment, encore une fois, quand je vous dis la confusion, en fait, c'est une invitation aux violences sexuelles et à la consommation de viande. Et j'ai rien inventé. C'est que c'est déjà, le message, il est déjà là. Donc, mets tes lèvres sur une poulette chaude. Ça veut dire, viens manger des animaux et agresser des femmes. Et si on vous demandait de faire une publicité qui promeut ces deux choses en même temps, vous diriez, c'est deux choses différentes, mais en fait, ça marche très, très bien comme message parce que sinon, ils ne le feraient pas. Donc, voilà, on va la manger de la bouche ou la manger des yeux, mais on va manger l'animal, la victime, sexualisée, féminisée, animalisée. Et
un des exemples un peu désagréables, pour continuer, vous allez vraiment aimer cette conférence, c'est donc cette parodie 50 Shades of Chicken. Donc 50 Shades of Grey, c'est un roman qui fait l'éloge un peu de la violence conjugale, donc il romantise la violence conjugale et on en fait un livre de recettes parodique où l'animal attaché et comme une femme va demander la violence et vouloir être farci, vouloir être battu, vouloir être découpé. Et encore une fois, ça marche seulement parce que la poulette est féminisée. Et donc, c'est comme on peut violenter l'animal parce qu'il est comme une femme et on peut violenter les femmes parce que c'est comme des animaux. J'ai dû trouver que je l'avais bien écrit. Donc, en féminisant les animaux, donc, les exploiteurs se servent des outils du patriarcat pour légitimer leur violence. En fait, on n'a pas besoin d'inventer des nouveaux outils du spécisme. Mais le problème, c'est que donc on utilise ce qu'on dit des victimes de violences sexuelles, ce qu'on dit des femmes, elles l'ont bien cherché, c'est leur faute, elles sont sexy, pourquoi elles portaient une jupe courte? Et donc, on pervertit le concept de consentement. Et ça va être très difficile pour les féministes de dire le consentement doit être libre, éclairé, sans violence. Et quand ça continue à exister. J'interpelle les féministes. Est-ce qu'on peut accepter un monde où si on est perçu comme désirable, si je suis perçu comme désirable, quelqu'un peut me consommer et me violenter et m'attacher, etc. Peu importe que je sois une femme ou un animal non humain. Finalement, un autre aspect que je veux aborder plus brièvement, mais que je trouve très intéressant pour moi, c'est celui de la sphère privée. Dans l'histoire de la lutte contre les violences faites aux femmes, un obstacle important, c'est le consentement, on en a déjà parlé. Un autre obstacle important, c'est l'idée selon laquelle les violences faites aux femmes sont un enjeu privé. Donc, on disait, ça a pris jusqu'en 1983 pour qu'on criminalise le viol conjugal. 1983, c'est récent. Là. J'ai des frères qui étaient nés à ce moment-là. Ça veut dire qu'à cette époque, c'était légal de violer sa femme. Pourquoi? C'est une affaire privée, ça ne regarde pas l'État, ce qui se passe dans ma chambre à coucher. C'était ça l'idée. Et la sphère privée, c'est une excuse qu'on mobilise pour dire c'est des choses qui arrivent aux femmes, donc ça n'intéresse pas l'État ou ça n'intéresse pas le droit. Pour ce qui est des animaux, en tout cas, une des choses qu'on entend le plus souvent, écoute, c'est mon choix personnel si je veux manger des animaux ou pas. Tu sais, toi, moi, je respecte ce que tu manges, toi, respecte ce que je mange. Tu sais, il faut vivre et laisser vivre. Ce qui se passe, c'est dans ma cuisine. Pourquoi ça te dérange, toi, que moi, je mange des animaux? C'est toi, tu peux faire ce que tu veux. C'est un choix privé, personnel. Et donc, le véganisme, c'est juste une diète. Ça, c'est lié au fait que les véganes sont surtout des femmes. Donc, ça doit être juste une diète. Ce n'est pas un projet politique. C'est un choix personnel. Il y a peu de gens qui pensent que le marxisme, c'est un choix personnel. Mais c'est un mouvement social qui est représenté par des femmes, parfois des jeunes femmes. On va dire que ça doit être juste une diète. Et donc, c'est un choix personnel de manger des animaux ou pas. Mais les féministes, une des grandes idées du féminisme, c'est le privé, c'est politique. C'est-à-dire, non, c'est pas une affaire privée que tu violes ta femme dans ta chambre à coucher, parce que, premièrement, toutes les autres le font aussi, puis c'est un problème social, collectif, et de toute façon, c'est pas privé parce que l'État devrait toujours s'intéresser quand il y a de la violence. Et donc, comment est-ce qu'on peut perpétuer cette idée que c'est une décision privée de violenter ou pas? Et pourquoi est-ce que c'est si facile de dire « oui, mais c'est un choix personnel ». Et dans mon livre, je parle du fait que les féministes ont voulu ouvrir la porte de la chambre à coucher, puis peut-être qu'il faudrait ouvrir la porte de la cuisine aussi. Puis c'est pas ce qui se passe dans la cuisine, c'est aussi politique ou c'est aussi important. En fait, c'est là que ça commence. Et dans le mouvement féministe, par exemple, lorsque... comme il y a des gens vous avez déjà entendu des gens dire « ah, moi, je suis végane, mais non pratiquant ». Genre « ah oui, je suis d'accord en théorie, mais je mange des animaux ». Mais dans le mouvement féministe, une des choses contre lesquelles on s'est battu, c'est l'idée que des hommes qui se disent alliés vont faire du politique
Hein? On va faire des présentations, on va écrire des discours, mais en fait, la joke en fait, qu'on fait sur les hommes dits pro-féministes, c'est « est-ce qu'il fait la vaisselle? » Ça commence dans la cuisine. La politique, ça commence dans la cuisine. Donc, on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec le véganisme en théorie, mais moi, je ne suis pas prête à faire ce choix-là dans mon choix privé. Ou quelque chose qu'on entend beaucoup, parfois des environnementalistes, pas me faire des ennemis, ou des mouvements de gauche, je veux dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça? C'est juste la consommation personnelle. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe, genre, dans les politiques et les grandes entreprises? C'est comme de la petite politique parce qu'on s'intéresse aux choix individuels. Mais ça peut peut-être marcher dans la logique environnementaliste. Ce qui compte, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises vendent des choses aux petits individus, mais en tout cas, c'est toute la faute des grandes entreprises et des gouvernements, mais pas dans le mouvement féministe, parce que ça commence dans la cuisine. Si ce n'était pas un mouvement qui était représenté et statistiquement dominé par les femmes, est-ce que ce serait aussi facile de voir le véganisme comme une diète et un choix qui n'est pas politique? Hier, dans la conférence d'hier, c'était très compliqué d'expliquer que le véganisme, c'est politique. Ça a comme surpris mon auditoire. Et on arrive à des choses assez particulières, parce que, en fait, la plupart des gens sont contre l'exploitation des animaux, en théorie. Alors, si on fait faire des sondages et les gens disent, est-ce que vous êtes d'accord avec fermer tous les abattoirs? Ils disent oui, en majorité. Mais après, tu leur dis, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante? Personne n'a le droit de me dire qu'est-ce que je peux ou je ne peux pas manger. 95% oui. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que les gens veulent que la société soit d'une façon X, mais pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur sphère dite privée. Mais les féministes disent qu'il n'y a pas de sphère privée qui serait apolitique. Et la sphère privée, c'est comment on appelle les endroits où les femmes sont violentées, qui n'est pas tout le temps à la maison et qui est parfois à l'extérieur de la maison. Donc, le privé est politique. Et donc, ça nous amène à... j'ai parlé de quelques intersections où, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, le sexisme et le spécisme, ils savent qu'ensemble sont plus forts et que, en fait, ces enjeux-là sont connectés. Et il y a 1000 autres raisons et il y a 1000 autres façons de l'explorer. Comme j'ai dit, on pourrait parler des connexions avec le capacitisme, la discrimination des personnes handicapées ou avec le racisme. Je pourrais vous faire des recommandations de lecture là-dessus. Et moi, ça m'amène à me poser la question de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept qui nous vient des féministes noires qui ont dit le racisme et le sexisme sont connectés. Et comme femme noire, je vis du sexisme et du racisme, mais quelque chose qu'on appelle parfois misogynoire, qui est plus que juste racisme plus sexisme. Il y a quelque chose de plus qui se passe quand les oppressions travaillent ensemble. Ça, c'est l'intersectionnalité, je dirais, descriptive. Ça, c'est pour comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On comprend ce qui se passe. Le sexisme et le spécisme sont connectés. Parfait. Mais pour moi, l'intersectionnalité, puis je suis quand même militante féministe professionnelle, donc c'est pas juste une description, c'est normatif aussi. L'intersectionnalité, c'est tu ne peux pas, c'est une proposition, hein, personne qui vous met en prison, mais tu ne peux pas lutter contre le sexisme juste quand ça affecte les femmes blanches, et tu ne peux pas dire que tu es contre le sexisme, mais avoir rien contre le racisme. Pourquoi? Parce que ça ne va pas marcher. Ça, c'est ce qui est normatif. Mais ça a toutes sortes d'implications. Ça veut dire, peu importe si toi, tu es opprimé, par exemple, par ton genre, par le patriarcat, bien, ça ne t'empêche pas d'être l'oppresseuse dans d'autres relations. Et bien, le privilège de l'une, c'est l'oppression de l'autre. Et donc, on dit, check tes privilèges, il faut reconnaître. Et donc, si on se dit intersectionnel, c'est pas juste de comprendre ce qui se passe, c'est de dire, bien, il faut lutter contre toutes les oppressions ou au moins ne pas contribuer aux oppressions. Sinon, c'est un peu à quoi bon? Donc, la question se pose, bien, pourquoi pas les animaux aussi? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas aussi, on ne peut pas lutter contre le sexisme et le racisme et le capacitisme et oublier la cause animale parce qu'elles sont connectées, mais aussi, à quoi bon? Pourquoi est-ce que si on est contre les violences sexualisées, si on est contre les violences physiques, le contrôle, la coercition, si on est contre le non-respect du consentement, et qu'on dit, ben moi, je suis contre ces choses, je suis contre la violence, peu importe si la victime, elle est blanche ou noire
ou grande ou petite, ou si elle parle ma langue ou pas, ou si elle a mes capacités ou pas. Et pourquoi avoir 4 pattes ou des plumes, ça serait différent? Donc, c'est la question qui se pose. Pourquoi? Et puis, l'oppression des animaux, c'est une oppression. C'est pas juste un fait de la nature parce qu'il y a la culture, il y a le langage, il y a les lois, les institutions. C'est une oppression qui est systématique et qui est arbitraire. Moi, je n'ai pas plus choisi de naître femme qu'une poule a choisi de naître poule. Et comme la société considère mon corps violable, appropriable, la société considère aussi son corps violable et appropriable. Et comment est-ce que je peux me tourner vers les hommes et dire « J'aimerais que tu respectes mon consentement, j'aimerais que tu respectes mon intégrité corporelle et mon corps, c'est mon choix et c'est pas pour être approprié. » Et ensuite, me tourner puis dire « J'aimerais ça m'approprier ton corps parce que, je sais pas, ça goûte bon. » Ça marche pas et c'est la proposition du propos. Le véganisme invite les humains et humaines à checker notre privilège et dire combattre mon privilège humain, c'est tout aussi important, ou de toute façon, c'est pas une question de hiérarchie, mais ça doit aussi avoir lieu et pas seulement combattre le privilège que les hommes ont, par exemple, à mon endroit. Si on y croit, mais ça veut dire que l'oppression des animaux, c'est comme la culture du viol, c'est omniprésent, c'est partout, c'est grave, mais c'est une construction sociale, ça peut aussi disparaître. C'est juste la façon dont on a organisé notre société, mais ce n'est pas la seule façon dont on peut organiser notre société. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres relations avec les animaux qui sont possibles. Vous savez, quand je suis devenue végane, il y a des gens qui me disaient souvent si tout le monde arrêtait de boire du lait, les vaches n'existeraient plus. Mais ça, c'est quand même intéressant, ça veut dire que la personne, elle ne peut même pas imaginer que des vaches existent sans être à notre service, sans être des objets de reproduction et d'exploitation sexuelle. On ne peut même pas s'imaginer. Puis, à une autre époque, une doctorante, une avocate en droit des femmes, on ne pouvait pas se l'imaginer non plus. Puis genre, dites-le à personne, mais il n'y a pas de mari qui me possède non plus. Tu sais, c'est comme, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Fait que, pourquoi est-ce que on a réussi à imaginer que les femmes aient le droit d'avoir un compte en banque, que les femmes aient le droit de divorcer, que les femmes aient le droit d'avoir le vote. On peut aussi imaginer que les animaux existent dans nos sociétés sans être à notre service. Et c'est l'invitation du féminisme antispécisme qui est... moi, je fais du coaching vegan, donc j'accompagne les gens qui veulent devenir vegan. Je leur montre que ça va être super facile, puis après, ils sont comme « Wow, c'était tellement facile! » Puis ça faisait 10 ans que j'y pensais, puis c'est comme une bonne chose de faite de mon samedi. Mais je dis toujours aux gens, moi, je veux pas, ou en tout cas, je peux pas te convaincre de devenir végane parce que c'est cohérent avec mes valeurs. Moi, je t'invite à devenir végane parce que c'est cohérent avec tes valeurs. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai parlé beaucoup aux féministes, aux personnes qui s'intéressent à la justice, à la compassion. Si on y croit déjà. Le travail est déjà fait. On y croit à la non-violence, on y croit à l'égalité. Il n'y a personne qui est d'accord. Très peu de personnes sont d'accord avec ce qu'on fait aux animaux. Il faut juste connecter que le privé est politique et qu'on a une responsabilité lorsqu'il y a des violences de refuser d'y prendre part et de les boycotter. Si vous avez trouvé ça intéressant, il y a beaucoup plus dans mon livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Et j'offre à l'ensemble du Québec et du monde des services donc de coaching vegan gratuit. J'ai des cartes d'affaires à l'arrière. Donc, si vous n'êtes pas encore vegan, écrivez-moi un petit message et on peut s'en parler. Si vous connaissez des non-véganes, on ne sait jamais, vous pouvez aussi leur en parler. Et j'espère que, pour moi, mon véganisme, ça fait partie de mon féminisme. Et c'est la façon la plus naturelle de vivre tous les jours mes valeurs qui sont d'égalité et de non-violence. Donc, merci.